Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus. Et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Aujourd'hui, nous sommes avec Florian Guérin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de Autour de la com. Bonjour Florian. Bonjour, Florian. Bonjour. Merci à vous de m'inviter dans votre plaisir. beau studio. Il fait beau. Voilà, c'est très agréable. Ça va pas tarder à faire très chaud. Oui, en plus. Oui. Voilà. Parce que Pas c'est prévu. l'été. Mais c'est l'été. Ah. Donc, j'ai prévu le petite chemise d'été et puis Mais tout à petit fait. maillot de bain. Voilà, on sait jamais. Je Ah me bah, suis dit, on parfait. sait pas. Ça commence bien le podcast. On se sent tout de suite un petit peu l'humeur parce que du coup, on va te présenter quand même. Oui. Hein. Tu es auteur, réalisateur, comédien et humoriste. Voilà. C'est ça? C'est oui, tout à fait. Je chante aussi. Tu Ah. chantes. Ouais. Et je fais pas très bien la cuisine. Voilà. Ah. Donc il faut quand même mettre des. On va des peut-être choses. pas, du coup, on va peut-être pas en parler dans ce podcast-là. Ah, on va pas parler cuisine. Ouais. Non. Ouais, non, bon, ok, d'accord. On te peut fera parler revenir pour ça. Oui, ça marche. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie comédien, humoriste Ouais. Et sûrement auteur, on va en parler après. Mais on a souvent l'impression que être comédien, c'est un peu un rêve inaccessible, que c'est quelque chose on idéalise des choses. Ouais. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on devient comédien? Alors déjà à la base, c'est une envie en fait. C'est en voyant aussi d'autres comédiens, moi c'était surtout en voyant des personnes sur scène. Quand j'étais plus jeune, j'allais avec mes parents dans un camping et les animateurs faisaient les animations la journée, les spectacles le soir. Donc je les voyais sur scène faire des sketchs, être totalement libre en fait. Et ça m'a donné envie du coup d'aller sur scène. Déjà, c'était la première chose. Et du coup, j'y suis allé après parce que je suis devenu moi-même animateur. Et après, je suis allé sur scène, du coup, commencer à faire des sketchs. Et c'était totalement... à la base, ouais, c'est vraiment un désir, quoi. De devenir... d'être sur scène, déjà, et de faire ça. Et après, c'est pratiqué. C'est-à-dire, moi, je m'étais inscrit dans une école pas loin de chez moi, quand j'étais au lycée, tout ça. Que j'ai commencé à faire... un peu de théâtre à l'école et aussi dans une petite troupe et puis un peu d'impro. Et voilà, donc déjà commencer à le matérialiser, on va dire. Déjà, parce que ça paraît être un rêve inaccessible, mais on peut devenir comédien, on peut en vivre, voilà, mais ça demande quand même de s'y atteler. Ouais. Mais, Comme tout, il faut travailler pour atteindre nos objectifs, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et en même temps, c'est un plaisir parce que quand on a vraiment envie de faire ça, quand c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est quasiment que du plaisir, tous ces moments-là. Tu as eu l'envie, c'était Ouais. vraiment genre ta passion, quoi. Tu as Ouais. commencé à aller sur scène et puis finalement, tu as commencé à te former petit à petit. Et puis après, c'est comme tout, il y a la formation qu'on reçoit et puis ce qu'on en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que je comprends. Mais alors, à quoi il ressemble ton quotidien ? Qu'est-ce que ça veut dire être comédien ? En ce moment, je me forme. Je continue en fait pas mal à me former à l'école du One Man Show. Ouais. Voilà, parce que je vais faire mon premier spectacle de One Man Show en octobre. Et donc, du coup, c'est le matin, voilà, levé vers 7h30, et puis cours de 9h à 13h, donc cours Ouais. de One Man Show. Ça 4 fois par semaine. Et après, c'est essayer de faire aussi des scènes ouvertes. En tant qu'humoriste, en ce moment, c'est en pleine explosion. Enfin, tout ce qui est scène ouverte, comédie club et tout, ça prend une ampleur énorme. Donc, c'est bien pour se tester et puis pour jouer aussi devant des gens. Donc, voilà, il y a l'école le matin. L'après-midi, c'est aussi envoyer des mails aussi pour des castings, c'est répondre. Donc, en fait, je dirais que c'est presque constant. Ouais. En fait, on est tout le temps en train de créer, il y a une annonce ici, tiens, on pourrait se voir avec des amis pour répéter quelque chose, en tout cas, moi je sais que j'ai toujours 10 000 projets dans la tête, donc certains qui se réalisent, qui prennent plus de temps, et puis d'autres des fois qui se réalisent très très vite, enfin voilà, il n'y a pas de recette, on va dire. Oui, parce qu'en plus, comme Jordan a dit, tu es comédien, humoriste, auteur, réalisateur. Faut faire rentrer tout ça dans son emploi du temps. Ouais, Tu as écrit la pièce Le Gâteau de Troyes, voilà. qui s'est jouée à Paris et puis 3 années de suite à Avignon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pièce ? Comment est né le projet, tout ça ? Dis-nous tout. Alors, le Gâteau de Troyes, je l'ai écrit justement quand j'étais à l'école Périmonie. Ouais. On avait la chance en fait que les professeurs nous permettent en fait d'écrire des passages.
Ils disent, voilà, vous avez carte blanche, même pour ceux qui écrivaient pas forcément, voilà, vous devez nous présenter une scène de 5-10 minutes en fin d'année. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai commencé. Moi, j'ai toujours aimé écrire aussi, hein, que ce soit des dialogues, que ce soit des sketchs, plein de choses. J'ai toujours aimé écrire, ou même des poésies. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai commencé à écrire une première scène où, en fait, ça partait simplement de Agamemnon, donc pendant la guerre de Troie, qui essaie de trouver du coup une solution pour pénétrer la forteresse troyenne, hein, c'est ce qu'il cherche. Et donc j'imaginais en fait une espèce de brainstorming entre Agamemnon, Achille, Ulysse et Ménélas. Voilà, donc j'ai commencé à écrire juste cette première scène. Et un jour, comme ça, je m'y suis remis. En fait, je me suis dit, mais en fait, je pourrais écrire en faire une pièce de théâtre de cette histoire. Et en plus, ce qui était plus facile, c'est que l'histoire existait déjà. Donc je me suis dit, je vais reprendre vraiment ce qui s'est passé, voir ce que ça fait, quoi, parce que l'histoire est bien écrite en elle-même. Voilà, il y a tout déjà qui est, c'est quand même plus facile. Et tout en mettant un ton humoristique, voilà, la Monty Python, la Kaamelott. Et du coup, c'est vraiment venu on va dire très intuitivement, parce que j'avais l'histoire aussi. Et je me suis dit, pas de limite, en fait. Je me mets pas de limite de décor, pas de limite de temps, d'espace. Enfin, voilà, Génial. Je me dis, j'essaye de faire vraiment une pièce où je me dis pas, alors, on va avoir besoin juste d'une pièce. Non, je me suis dit, je me limite pas. Et du coup, j'ai écrit cette pièce, Le Gâteau de Troie. Et on a commencé à la répéter. Enfin, je me suis entouré de toute l'équipe. Et puis, on a fait un crowdfunding au début pour la financer, pour pouvoir faire Avignon. Et du coup, après, c'est parti pendant 3 ans à Avignon. Ça a très, très bien marché pendant ces 3 ans. C'est génial. Donc, c'est trop bien. Ton avis à toi, est-ce que tu penses que c'est plus facile pour le public d'aller voir des créations en théâtre, par exemple, quand il y a une référence qu'ils connaissent déjà, comme par exemple là, la guerre de Troie, ou que ça n'a aucune incidence sur la façon dont ils vont acheter les billets et venir au spectacle? Disons que peut-être que ça les rassure, hein, de savoir de savoir ce qu'ils vont voir. Parce que surtout en comédie, on peut être aussi surpris de tomber sur quelque chose en fait qui ne nous parle pas du tout. Donc effectivement, peut-être que ça rassure. Je sais que pendant le Gâteau 3, il y avait une autre pièce aussi dans le même style, c'était Bénure, qui a très très bien marché. Donc effectivement, où les gens étaient juste nostalgiques de la mythologie ou d'une époque. C'est des belles histoires. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis aussi, je crois que ça marche aussi de prendre des événements historiques. Et puis de les détourner, de les parodier. J'ai fait ça pour le Gâteau de Troie. Puis récemment, pour Je suis Jésus, du coup, j'ai écrit un court-métrage sur la scène en fait, de Jésus et ses apôtres. Et pareil, je suis parti dans le principe de dire, allez, on tourne ça en parodie, en comédie. Et je pense quand même que ça, c'est une recette qui marche bien pour les parodies. Et ça, c'est ton truc à toi ou c'est juste un hasard tu t'es laissé inspirer par tel ou tel événement? Est-ce que c'est ta touche à toi d'aller prendre des événements historiques et de les parodier ou d'en faire une autre approche, une autre écriture? En tout cas, là, je l'ai fait 2 fois. Peut-être que je vais continuer à le faire à l'avenir. Mais c'est un truc ou en tout cas avec lequel je suis à l'aise dans l'écriture. Et où les dialogues viennent assez facilement, quoi. Enfin, puis ça m'amuse, donc je crois que c'est ça aussi qui est important. Voilà, de un peu remettre ces personnes-là qui sont très, très mystifiées, tout ça, de les remettre dans des références qu'on a aujourd'hui ou dans des comportements, parce que certainement, pour les personnes qui ont existé dans toutes ces histoires, hein, parce que voilà, il y en a, on sait pas vraiment s'ils ont existé. Je parle pas de Jésus. Attention. Voilà, c'est aussi de les remettre dans un quotidien, comme Kaamelott, par exemple, comme Alexandre Astier fait. Et sans doute que ces personnes étaient un peu comme ça dans la vie. Enfin, personne n'est toujours, toujours dans une attitude, on va dire.
Ouais, une très attitude protocolaire. ouais, très protocolaire et tout. Même le roi de France devait avoir des moments où il était comme ça sur son trône. Et oui, scoop. Voilà. Même le roi de France. Même le roi de France était sur son trône comme ça, comme sur son canapé, quoi. Voilà. Mais Donc, oui, remettons la vérité en voilà, place. remettons la vérité en place. C'est des gens comme nous. Voilà. Comme nous. C'est des gens comme nous. Sauf qu'on a fait des histoires avec leur vie. Exactement. Mais alors, du coup, ce que je comprends, c'est... donc, toi, tu fais beaucoup de comédie, d'humour. Et quand on parlait de tout à l'heure de ton expérience, tu disais que tu avais commencé par faire des sketchs. Mais après, tu t'es quand même formé comme comédien. Et puis là, tu reviens à l'humour. Tu te formes au stand-up, au one-man show. Pourquoi ce va-et-vient ? Pourquoi ne pas être tout de suite allé dans du stand-up ? Ouais, c'est une bonne question. Disons qu'à la base, moi, c'est Franck Dubosc, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré, les petites annonces, tout ça. Donc, j'avais vraiment envie de faire ça. Et puis, j'avais aussi très envie d'être comédien. Okay. Mais comédien, c'est-à-dire savoir dire des textes, avoir la culture aussi de là, à l'école, en Périmonie, on faisait du Molière, on faisait du Shakespeare, on faisait du Tchekhov. Donc, j'ai vraiment appris, en tout cas, métier de comédien. Je me suis formé vraiment en tant que comédien pur, on va dire. Et c'est vrai que après, j'ai été pris dans des pièces aussi. J'ai joué des pièces. Donc, du coup, j'étais pas dans le côté one-man show. Après, il y a eu la pièce, du coup, Le Gâteau de Troie. Et puis, ça me sert aujourd'hui, en fait, d'avoir été comédien, enfin, en tout cas, d'avoir été formé et de jouer au théâtre. Beaucoup. Ça t'a fait comme une base sur laquelle tu peux rebondir en fait maintenant. Bah ouais, exactement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'assume aussi d'être humoriste. Ouais. Et même si je vais jouer dans Les Enfants du Paradis, où c'est pas forcément une comédie, j'ai pas un rôle comique, on va dire, même s'il y a des passages drôles. Je m'autorise aussi à faire de l'humour et puis à être Au final, c'est la même chose. Mais tu as une double casquette avec ça, ta petite affection pour l'humour qui a toujours été là, quoi. Voilà. Affection, passion, complètement. Ouais. Et donc, il y a véritablement une véritable différence entre être comédien et être humoriste. C'est une bonne question. Mais je pense pas qu'on devrait faire de différence, vraiment. Là, elle est faite parce que c'est deux noms différents. Aux États-Unis, ils disent comédienne pour les humoristes. Mais j'aime bien parce qu'il y a le côté comédien aussi. Je trouve ça dommage de se dire c'est parce que je suis humoriste, du coup, je vais pas forcément faire de texte classique, je vais pas forcément faire de théâtre. On sait pas, en fait. On a besoin, en plus, en tant que comédien, de jouer. Ça, c'est le plus important, c'est jouer. Donc, si on peut jouer dans une pièce classique ou j'en sais rien, c'est toujours jouer, quoi. C'est toujours s'entraîner, c'est toujours avoir de l'expérience. Sur le métier de comédien, c'est que même si tu es formé, au final, t'arrêtes jamais d'apprendre et c'est comme un entraînement continu, quoi. On dit qu'il faut 10 000 heures de pratique pour arriver à maîtriser un sujet. Être comédien, c'est pareil. C'est la pratique, c'est vraiment d'être sur scène, trouver tous les moyens de jouer. Et aussi se faire avoir des mentors, des coachs qui te forment, bien sûr. Tu ne peux pas apprendre tout seul. Mais en tout cas, de pratiquer, c'est important. Il y a quand même cette idée reçue que tout ce qui est dans le spectacle ou les arts, c'est facile, on s'amuse. Mais là, ce qu'on comprend avec ton discours, c'est que oui, c'est ta passion, mais quand même, ça demande beaucoup de travail et d'implication. Ah oui. Donc, au-delà de l'amusement... Voilà, il y a l'amusement parce qu'on aime... Enfin, en tout cas, moi, j'aime ce que je fais. Mais ça demande beaucoup d'implication dans tout... On dédie presque son quotidien, sa vie à ça, en fait. Donc, tu as ajouté une petite corde à ton arc récemment, je pense, en tant que réalisateur. Oui. Et donc, Je suis Jésus, c'est toi qui l'as réalisé ? Voilà, j'ai réalisé et j'ai joué... Enfin, écrit, réalisé et joué dedans. Tu joues Jésus ? Je joue Jésus. Voilà, tout simplement, j'ai envie de tenir. Non, mais je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. De toute façon, je dis, personne peut-être me... En fait, je rêvais de jouer Jésus, on rêve tous de jouer des personnages comme ça. Et là, les choses ont fait que je me suis dit, c'est mon moment pour jouer Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un un jour va me le proposer dans ma vie d'acteur, quoi. Donc je me suis dit, allez, tu t'es créé l'opportunité. Voilà, tu as créé ton moment. Parce que j'ai pensé, je me suis dit, ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi qui le fait. Et puis j'avais envie d'être à la fois, d'essayer en tout cas, de jouer, de réaliser,
de produire aussi et de monter. J'ai fait le montage aussi, vraiment d'essayer, avec de l'aide aussi, mais d'essayer vraiment de me dire allez, comment c'est de tout gérer, de l'idée jusqu'à la sortie du film. Et alors? Et c'est hyper agréable parce que du coup, t'es vraiment... déjà, tu fais plus tes propres choix. Ouais. C'est-à-dire que tu les assumes jusqu'au bout. Parce que tu es vraiment à la création. Tu es au cœur de tout, quoi. Voilà, tu es au cœur de tout. Donc ça, c'était bien de me dire, OK, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Après, c'est sûr que ça demande plus de temps. Et comment est-ce qu'on se prépare à jouer Jésus? En fait, je suis parti de l'histoire de la scène. Okay. Du coup, et là, je me suis renseigné, en revanche, je me suis bien renseigné sur la scène, sur les personnages déjà qui sont dedans, parce qu'il fallait que je reproduise exactement la même chose. Et du coup, je suis plus parti de Jésus superstar, un peu, comme dans la comédie musicale. Je suis plus parti de ça, et de me dire, voilà, il fait un peu sa com en faisant sa photo, sa photo avec ses apôtres, et puis lui, il est très... du coup, il se la pète un peu. Il est en mode, je suis Jésus, les gars. Donc, déconnez pas. Voilà, il y a un côté... Ouais, c'était ça, c'était le Jésus un peu... qui se la pète, quoi. I'm Jesus. Voilà, qui est une star aujourd'hui et qui, du coup, a tout le monde à sa botte. Et ce qui contraste avec Judas, du coup, qui, lui supporte pas du tout ça et se sent rejeté. Voilà, donc... En fait, en l'écrivant, j'imagine déjà les personnages. Donc, du coup, je savais déjà à peu près comment j'avais envie qu'il soit. On mettra le lien en description. Avec plaisir. Voilà, pour aller voir Jésus. Alléluia. C'est une phrase qu'on dit tous les jours. Faut se faire plaisir. Tu vas aller voir Jésus en ligne. Voilà. OK. Surtout, la phrase, c'est voilà, je suis Jésus. Voilà, faut pouvoir se le dire quand même tous les jours. On est tous Jésus. On est tous Jésus. Bonjour, je suis Jésus. On va faire un podcast spirituel maintenant. Oh. C'est parti. Autour de Jésus. Autour de Jésus. Justement, revenons autour de la com. Parce que nous, donc, on est une agence de com. Et notre but, en fait, c'est de communiquer pour nos clients. Et en fait, on était super intéressés de savoir un peu qu'est-ce que pensent les gens de la communication, qui n'en font pas leur métier. D'accord. Et donc, en fait, on se posait la question toute simple. Je te laisse poser la question. Moi ? Oui. Mais quel honneur. Eh oui. Florian. Florian. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, communiquer ? En tant que comédien et tout, c'est hyper intéressant parce qu'on est des agences de pub pour nous-mêmes, en fait. On doit être de plus en plus. On est notre propre agence marketing. On doit faire notre propre pub tout le temps. Justement, comment est-ce que tu communiques, par exemple, pour une pièce que tu as écrite, comme par exemple le Gâteau de Troyes? Comment est-ce que tu fais ta communication pour ça? À la toute base, pour le Gâteau de Troyes, il y avait le crowdfunding. Du coup. Donc là, il a fallu faire des vidéos pour présenter le projet, des vidéos, des costumes, des photos, tout ça. Donc ça a permis déjà de faire prendre connaissance aux gens du projet. Après, il y a beaucoup, c'est l'entourage aussi d'abord. C'est les amis, c'est les connaissances qui vont venir d'abord voir la pièce et qui après vont en parler. Et qui vont amener d'autres personnes qui ne connaissent pas cette pièce et qui après vont en parler et tout. Donc, je crois que dans le théâtre, en tout cas, ou dans les arts vivants, on est encore beaucoup... Les réseaux sociaux sont importants, mais c'est plus humain que dans la communication que ce qu'on peut s'imaginer. C'est avec beaucoup de rencontres, d'en parler à des gens en soirée, dire je vais faire mon spectacle, si ça te dit, viens voir, ok, je viens ou il ne vient pas, mais... Donc finalement, une communication qui est faite avec beaucoup de rencontres, beaucoup de bouche à oreille, avec beaucoup de personnes impliquées finalement là-dedans. Même le tractage, c'est beaucoup d'implications de ta part, de la part de tes équipes et tout ça. C'est tout un pan en fait du monde du spectacle qu'on oublie complètement. Enfin, on se doute pas une seule seconde que être artiste, c'est être son propre commercial manager. Agence de com, mais c'est vrai. Finalement, c'est pas loin du monde de l'entrepreneuriat, hein, parce qu'un entrepreneur qui se lance, qui crée sa boîte et qui se lance seul, il doit savoir tout faire, parce qu'il n'a pas forcément le budget pour communiquer, donc il peut pas se prendre une agence de com, donc il va faire sa communication tout seul, il peut pas. C'est son propre. Il fait son métier, c'est son comptable, c'est son agence de com,
C'est à moins que des personnes aient les moyens d'avoir un comptable ou tout ça, mais et tant mieux. Mais c'est-à-dire qu'on doit tout faire nous-mêmes, nos photos. C'est tout simple. Quand tu es comédien, tu débutes et tout, faut faire tes photos. Là, par exemple, pour mon one man, je vais devoir faire une affiche. Ouais. Il faut que la photo soit le mieux possible. Donc, je vais devoir prendre un photographe qui sait le faire correctement. Oui. Graphiste, je ne sais pas encore. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un investissement. Je ne sais plus quelle était la question au début. Mais... Aucun problème. En fait, tu as répondu de façon très large à ma question. C'est comment est-ce que tu fais la com pour un spectacle ? Et tu as répondu... En pointillé à la deuxième question que j'avais, c'est justement quand tu es artiste, toi juste ta personne, comment est-ce que tu communiques sur tes réseaux sociaux ? Parce qu'à l'heure actuelle, tu ne vas pas tracter dans la rue genre « Bonjour, je suis Florian Guérin ». Non, pas du tout. Donc comment est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux ? Je me déguise en Jésus, je dis « Je suis Jésus ». Là, je pense que je ne vais pas... Je ne suis pas sûre qu'ils vont comprendre si tu es comédien ou pas. Le délire. Dans la paume de tes mains, une puce NFC ou un QR code, comme ça les gens, boum, voilà, c'est ça. Directement aimer ta page. Ouais, je pense que c'est une bonne idée ça. Hein ? Ou un QR code là sur le t-shirt comme ça, dans le métro, parce que ils sont comme ça prend la photo directement. Ça c'est une très bonne idée de com. Les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe si je flash. C'est ça. Ils vont être là, j'ose pas, je le flash. Ou alors ça pourrait aller sur mon compte Tinder directement. On est plein d'idées autour de la com. Il y a plein d'idées de com, attention, hein, elles sont déposées là. Donc, comment tu utilises les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, moi j'utilise déjà quand j'ai une actualité. Ouais. Du coup, soit je la mets en bio, je mets mon actu. Je fais une story sur l'actualité. Par exemple, si c'est une scène ouverte, des fois je fais une petite vidéo marrante et tout pour présenter le projet. J'ai aussi... Là, c'est en ce moment très tourné autour de l'humour, pour le coup. Donc, tout ce qui va être plus pièce de théâtre et tout, je vais plus le mettre en story et tout, mais je vais vraiment essayer d'axer sur des pastilles humoristiques ou des choses pour affirmer mon identité aussi. Super important. Voilà. En tout cas, que le public comprenne que je suis humoriste et que je vais vraiment les faire rire. Donc, franchement... C'est donc ça que ça fait un humoriste. Ça fait rire les gens. Ça me fait penser à une question qui n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais quand même, tu vas voir. Comédien ou humoriste, est-ce que tu ressens quand tu es sur scène que la façon dont tu communiques avec le public est différente ? Et si oui, comment, du coup ? C'est dans l'écoute. Ouais. En tout cas, quand je suis humoriste, en tout cas, je dois vraiment être très, très présent. Très là, tout entendre, tout écouter, de tout, parce qu'il peut y avoir une réaction qui tout d'un coup me donne envie de rebondir. Donc il y a à la fois le texte, c'est le travail de comédien, c'est-à-dire quand même, il faut apprendre son texte comme un comédien, il faut le répéter aussi, des gestes, des choses, donc ça c'est des choses, vraiment des compétences de comédien. Ouais. Du rythme aussi, j'imagine. Ouais, le rythme. Ouais. Mais là, pour le coup... Ça, c'est quelque chose qui m'appartient, même si on l'a bossé avec le metteur en scène. Après, le rythme, c'est vraiment un ping-pong avec le public et c'est vraiment... c'est toi qui gères. Quand tu es comédien, surtout quand tu as d'autres partenaires, tu peux pas être que sur toi. Ouais. Tu peux pas, sinon tu es obligé déjà... Oui, tu es déconnecté. Ouais, tu es obligé de faire attention à l'autre déjà sur scène, quand tu rentres, quand tu passes... Dans l'espace, c'est quand tu es humoriste, c'est toi et le public. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu es devant une salle très froide, qui ne réagit pas, ou tu es là genre... Mais ça m'est jamais arrivé, c'est ça qui est un coup d'un cheval. Ça m'est arrivé une fois où je jouais dans un restaurant. Ouais. Déjà, c'est dur. Ouais. Déjà, ça part... Ça part mal. Ouais. Mais en plus, le lieu est super et tout. Et je jouais dans un restaurant. Et puis, donc, il y en avait qui étaient encore en train de manger, encore en train de se faire servir, en tout cas. Et là, il y avait une grande tablée sur le côté. Et puis, moi, je parle de divorce dans mon spectacle, dans mon sketch. Premier sketch et tout. Je dis, il y a des divorcés. Ils étaient là, ouais. Moi, je me dis, super, on va pouvoir... en parler et tout. J'ai essayé en fait de les intégrer à ça.
Sauf qu'en fait, une fois qu'il y a eu ça, ils se sont retournés, puis ils ont continué de parler pendant j'ai fait 15 minutes. Pendant 15 minutes, ils parlaient. Dur. Et je sentais qu'en face, du coup, ça les gens étaient là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est-à-dire que quand tu regardes un concert, par exemple, tu peux manger en même temps. Tu peux parler un peu, mais quand tu regardes de l'humour, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas, c'est pas possible. Il faut une écoute, il faut capter l'humour et tout. Donc j'ai continué par contre, et je me suis pas démonté. Ça a été c'est pas une très bonne expérience parce que du coup tu te dis, tu te poses plein de questions, tu remets tout en question d'un coup, tu te dis en fait je suis plus drôle quoi. Il faut des moments où ça marche pas pour que derrière il y ait des moments où ça marche super bien, je pense. Mais ce qui est bien, c'est que tu as quand même le mental à te dire c'est pas moi, c'est le contexte n'a pas aidé et tout ça. Parce que peut-être que si tu n'as pas cette approche-là par rapport à toi-même et à ton travail, tu peux vite en fait te démoraliser, tout remettre en question, regretter tes choix de vie. Non, mais c'est parce que c'est très solitaire. Hein. Il y avait un reportage comme ça sur Netflix sur les tennisman. Et on se rend pas compte à quel point dans leur tête il y a le saboteur qui est là et qui dit t'es pas capable, t'es machin. Et bah humoriste c'est un peu pareil quoi, c'est-à-dire que t'as ton propre saboteur intérieur qui te dit tu vois. Pas ouf ta blague. C'est très drôle là. Hein. Ouh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, tu fais plus rire les gens. T'as une idée de sketch là. Voilà, si oui, le saboteur intérieur. Mais moi ça vient comme ça. Mais oui c'est ça. Pendant le sketch, il y a le saboteur qui est là. Eh ben dis donc. Tu t'es formé pour faire ça, du coup. Ils ont payé, va dire. Mais non, mais c'est ça, c'est le mental, c'est hyper important. Après, je fais un peu de méditation, je m'intéresse beaucoup à ça, en fait. Et je crois que ça m'aide énormément. En fait. Bah oui. C'est très important, parce que ça permet d'être vraiment dans le moment. Oui, le lâcher prise complet. Voilà, dans un moment, et du coup, de le vivre, même après, de le vivre mieux. Pas être que dans le mental là, mais il faut avoir du mental, mais il faut pas rester pas bloqué mentaliser. Dedans. Alors Florian, dans ma petite main, j'ai 2 cartes. D'accord. Et derrière chaque carte, j'ai une citation qu'on va te soumettre, qu'on va te proposer. Tu as le droit d'en choisir une. Et donc c'est c'est ton choix. Tu peux la lire pour toi et après nous la lire pour nous, pour qu'on puisse l'entendre et réagir par rapport à celle-ci. L'artiste est avant tout un communicateur. À travers ses œuvres, il cherche à exprimer des émotions, à provoquer des réflexions et à établir un dialogue avec le public. Pablo Picasso, peintre et sculpteur. Pour ceux qui ne sauraient pas. Ou voiture aussi. Ou voiture. Là, je fais pas d'appel à Citroën. Hein, tout va bien. Lui qui fait que de la pub. Impossible de sortir le podcast. Et ben, je trouve ça très proche en tout cas, du métier d'humoriste. Ouais. Et je trouve ça très beau, en fait. Le fait d'établir un... Ouais, c'est ça, en fait. C'est que de la communication. C'est que de l'art... en tout cas, dans l'art oratoire, en tout cas, c'est que du... essayer d'entrer en communication avec les gens. Et je trouve ça très beau parce que... Ouais, c'est ça, c'est essayer de provoquer quelque chose chez l'autre, une émotion. Faire réfléchir, parce qu'on peut faire rire souvent en faisant réfléchir. Et je trouve ça très juste. Et tu dirais, parce que par exemple là, Pablo Picasso, on est loin du stand-up et de la comédie et tout ça, tu dirais que ça peut être quelque chose qui lie les arts entre eux, cette idée de justement communiquer des émotions et tout ça? Je pense que ça lie les arts. Après, il n'y a pas forcément le retour. Ouais. C'est ça que, par exemple, dans la peinture, je pense que le peintre, il s'imagine ce que ça va faire, ce que ça peut provoquer. Alors que quand tu es sur scène, en tout cas, tu le vois. Ouais. Tu le vois, tu as directement le retour de ce que tu as cherché à exprimer. Donc ça, c'est hyper important. Ça peut être la différence, en tout cas. Et là, si je parle plus de stand-up ou de cette partie-là, de ce que je fais, là, c'est encore plus vrai. Quoi. Tu es en train de faire un
tableau en direct et puis tu as les réactions des gens. C'est beau ce que tu dis. Je peins en direct. Je peins en direct, des blagues. Mais ouais, c'est très belle phrase. Ouais, exprimer des émotions et provoquer des émotions aussi chez l'autre. Je crois qu'il y a ça aussi. Il y a s'exprimer soi. Ça permet vraiment de sortir des choses aussi, même à travers de l'humour, de parler de traumatisme et tout d'un coup tu le transformes en fait, et tu t'en ris, et, comme dans la vie où il t'est arrivé quelque chose et puis sur le coup c'est l'horreur et puis après t'en rigoles. Tu t'en libères quoi. Ouais, voilà, tu t'en libères et tu le partages et ça soulage en fait. Moi je fais beaucoup ça du coup dans le spectacle que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire c'est beaucoup d'anecdotes. Je parle beaucoup de ce que j'ai vécu. Et ça me permet aussi de le transformer, tu vois, de le libérer, en fait. Ouais. Délivrer. Comme t'écris une page et puis voilà, tu passes à ta prochaine histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est... Ouais, communicateur, c'est vrai. On cherche tout le temps à communiquer. Pablo, si tu nous écoutes, très belle citation. Pablo. Bravo. Ouais. Merci, Pablo. Merci Pablo. Et maintenant, c'est l'heure du deuxième petit happening. Wow. Il a entendu le premier, il s'est dit wouhou. On t'a demandé de venir avec un objet qui te permet de communiquer, qui te sert à communiquer. Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui ? Un téléphone. Non, je rigole. Ça aurait pu. Ça aurait pu. J'ai ramené un micro. Un micro. Bien sûr. Voilà. Parle-nous de ce micro. Donc c'est un micro qui m'a été offert quand j'ai fait un concours pour entrer dans une école de comédie, un concours de comédie musicale aux API, et il y avait un micro à gagner. Du coup, j'ai gagné ce micro. Bravo. Et voilà. Et du coup, je suis déjà allé sur scène avec dans la pièce du Fédo là où du coup j'avais mon propre micro. C'était quand même sympa. Classe. C'est quand même sympa. J'ai acheté même un fil, un grand fil. Le fil à flot. Le fil à flot. Grand fil de micro, quoi. Et voilà, c'est le micro. Puis pour exprimer par rapport au stand-up, par rapport à, on va dire, cette nouvelle forme d'humour qui a 10 ans, mais qui... Ouais, je vais arriver à ce que je veux dire, je crois. Mais qui, je trouve, prend un essor énorme, surtout à Paris. Il y a de plus en plus de comédie clubs et tout, et c'est ça qui fait le job, quoi. Ouais. Enfin, il n'y a pas que ça, mais voilà. Qui te permet de te faire entendre, quoi. C'est ça. En tout cas. Et même quand j'étais animateur, tout ça, j'adorais parler au micro. Enfin, c'était... pas tout le monde aime parler au micro. Et moi, c'est un truc que j'aime bien. Et voilà. Pour moi, c'est un élément important de ma vie d'artiste. Et oui. Voilà. Et tu as ton propre micro. Et ça, c'est la classe. Ouais, ça, c'est quand même la classe. Ouais. Non, franchement, ça fait partie de l'attirail de l'humoriste, en tout cas du stand-upper. Et puis on est tous en scène ouverte à parler les uns des autres dans les micros. C'est pas très Covid tout ça. Bon, c'est fini maintenant. On n'a plus le droit de faire de blagues sur le Covid normalement. Ah ouais, ça y est. Pense que bientôt ça va être interdit. On peut pas, voilà, on peut rire. T'es pas programmé. On peut rire de tout, mais pas du Covid. Enfin plus, tu vois. Ouais. Enfin, on est toujours tous en train de parler dans le micro comme ça. Donc si chacun venait avec son propre micro, voilà, je le dis. Hop, ce serait nickel. Non, ça fait partie du Comedy Club aussi de partager les micros avec les autres humoristes. Mais venez avec votre micro. Viens avec ton micro, quoi. Tu vois. Mais alors, avec tout ça, on a parlé de toi, on a parlé de com, on a parlé d'humour, de comédie. Mais pour toi, si tu devais résumer la communication en un mot et un seul mot, quel serait ce mot ? Ouh là là. Le partage. Le partage. Partager. Parce que vois-tu, on s'est dit avec Jordan que ça serait un super projet de faire un immense poster avec tous les mots de nos invités. D'accord. Pour voir justement en fait qu'est-ce qui résonne autour de ce mot communication, communiquer. Est-ce qu'il y a des mots qui se rejoignent ? Ou est-ce que pas du tout ? Est-ce qu'il y a des mots auxquels on n'aurait jamais pensé ? Peut-être.
Peut-être. Et c'est ça. Donc, c'est un projet en cours qu'on va faire petit à petit, qu'on dévoilera peut-être dans quelques mois, une fois qu'on aura un petit sac de mots. Petit sac de mots. Du coup, je peux dire paroxysme, peut-être, pour changer. Non, c'est trop tard. Mon mot était un peu trop... Non, ce qui est bien, c'est de savoir... non, partage, c'est très bien. Ouais, partage, c'est très bien. Et puis même de voir que... C'est quand même, on va pas se mentir, c'est un mot qui revient quand même. Ouais. Et donc c'est cool. Je suis pas très original quand même. Mais on cherche pas l'originalité, parce que sinon tu aurais dit mais c'est le partage. Paroxysme. Et c'est voir ce qui n'a vraiment rien à voir pour le coup. Pastèque. Partage, ouais. Non, c'est un mot. Je comprends qu'il revienne beaucoup. Parce que c'est que ça, quoi. Mais c'est exactement ça. Voilà. Donc s'il y a des gens qui disent d'autres mots, je vois pas ce qu'ils peuvent dire d'autre, quoi. Quelle idée, quoi. Quelle idée, quoi. Mais merci d'ajouter ton partage à notre poster. Partage. D'ailleurs, parlons de partage. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous partager? Une actualité quelque chose dans ce genre-là. Dis-nous tout. Alors, en juillet, je serai au Festival d'Avignon, Festival Off d'Avignon, dans Les Enfants du Paradis, donc qui est une adaptation du coup du film de Marcel Carnet, écrit par Jacques Prévert. Donc un texte magnifique, vraiment à jouer, c'est incroyable. Je joue le rôle de Frédéric Lemaître, qui est un comédien du 19e siècle qui a vraiment existé. Et là, pour le coup, c'est un cadeau, quoi, de jouer ça, c'est génial. Enfin, c'est tout ce qu'on a envie d'être quand on est comédien, qu'on n'ose pas. Enfin, c'est exubérant, on voit tout balader, puis en même temps, il est amoureux, en même temps, il joue. Enfin, à jouer, c'est génial. Et on va jouer, du coup, à la Chapelle des Italiens, à 21h30, tous les jours, sauf le mardi. D'accord. Voilà, donc si vous êtes de passage par Avignon, n'hésitez pas à venir. Allez voir Flo-Flo. Bah oui, dans Les Enfants du Paradis. Mais de toute façon, on mettra toutes ces infos-là en description. Ouais, bien sûr. Même si tu as un lien à nous communiquer pour que les gens puissent aller voir ce que vous faites ou réserver des places. Souvent, en plus, au Festival d'Avignon, maintenant, les personnes font leur programme bien avant. Ouais. Donc là, si on peut parler, en tout cas communiquer autour des Enfants du Paradis, c'est bien. Oui, super. Un max de monde. Et tes réseaux, toi, tu es sur Facebook, Insta sur Facebook, YouTube. Instagram, YouTube et TikTok un peu aussi. Mais je sais beaucoup... Instagram, j'utilise plus Instagram. Ouais. Donc, si vous voulez me follow sur les réseaux. Les liens en description. Et suivez Flo-Flo. En bas de l'écran s'affiche le arrobase de Flo-Flo. Le arrobase de Flo-Flo. Ici. Arrobase. Mais qu'est-ce qu'on fait? N'importe quoi. Parce qu'il fait très chaud quand même. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On a passé un super moment, on va pas se mentir. On a bien rigolé. C'était très cool. Très sympa. Ouais, on a même eu un invité surprise avec Oasis. Il y a quand même Oasis. Voilà. Il est charismatique, hein? Ouais. Puis voilà. Oui. Il est alerte. Ouvert, quoi. Tout à fait. Il a peut-être soif, non? On fera ça juste après le podcast. Oui, ça a été avec plaisir de te recevoir dans notre podcast. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, si toi qui nous écoutes et qui nous regarde a apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, à nous follower. Follow sur les réseaux. Nous, que ce soit Studiosaurus autour de la com ou Flo-Flo. Voilà. Suivez-moi, on va aller loin. Exactement. Ouais, ça c'est un slogan. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, 18h, pour un nouvel épisode d'Autour de la com. Bye. Salut.